Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce lundi matin est Antoine Kiefer. Il est responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan. Et il est avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Bonjour, merci à vous. On va parler de politique, mais justement, je vais parler aussi des affaires, puisque c'est le procès qui va s'ouvrir, procès éminemment politique, on l'aura compris, avec ce procès des assistants parlementaires du RN, alors du FN en son temps, une échéance judiciaire qui arrive à un bien mauvais moment, puisque Marine Le Pen pourrait se retrouver inéligible si telle était la décision de la justice. J'avais envie de vous demander dans quel état d'esprit vous étiez face à ce procès qui arrive. Non, je suis serein. Il était temps, parce que c'est une affaire qui draine depuis quand même 10 ans, que nous voulons régler rapidement, qui est ressortie à chaque élection. C'est le petit marteau des élections, mais qui en réalité n'est pas une affaire. C'est Martin Schulz qui avait lancé ça à notre égard. Il faut que les gens comprennent en réalité ce que Martin Schulz voyait dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il estimait que les assistants parlementaires devaient être des fonctionnaires en réalité de l'Union européenne et que ces assistants n'avaient pas le droit d'avoir d'activité politique ou de prise de position politique. Mais ces assistants parlementaires sont les assistants parlementaires de personnes politiques, d'hommes politiques. Et même à l'Assemblée nationale, les assistants parlementaires font de la politique. Donc ils ont le droit d'avoir à côté une activité militante, ce qui est tout à fait normal. Ce qui déplaisait à l'époque au président de l'Union européenne. Donc non, je suis totalement serein. C'est ce qui se fait dans tous les autres mouvements politiques avec tous les autres assistants parlementaires. Et donc nous verrons l'impartialité de la justice et la décision qui en découlera. Avec évidemment le reproche des rémunérations, puisque c'est cela en fait qui est au cœur du procès. Ce sont les rémunérations qui ont été versées par Bruxelles, mais pour des activités politiques en France finalement. C'est ça qu'on vous reproche. Ben, comme je le dis, ce sont des assistants parlementaires qui sont assistants de nos députés européens. Donc en fait, la barrière entre des assistants parlementaires qui ont des convictions et une activité militante à côté et la barrière entre la vision en réalité de Martin Schulz qui estimait que ces personnes devaient être au service de l'Union européenne et uniquement de l'Union européenne, en réalité n'existe nulle part. C'est assez totalitaire comme vision. Donc non, je suis complètement serein. Pratique qui, si l'on prête un peu l'oreille aux observateurs politiques, n'a pas été seulement l'apanage du Rassemblement national. Apparemment, voilà. Ça se faisait dans plusieurs partis politiques. Exactement, et c'est quelque chose qui est complètement normal. Encore une fois, il faut que les gens comprennent, c'est-à-dire que la subtilité de cette affaire, c'est que certaines personnes, c'est-à-dire nos opposants, estimaient que les assistants parlementaires devaient être totalement neutres à l'image d'un fonctionnaire d'État, ce qui n'est pas le cas. C'est un assistant parlementaire d'un homme politique. Donc s'il a un avis tranché sur certains sujets et certaines décisions et qu'il en fait part dans son travail auprès de son député, eh bien il a totalement le droit. Et c'est ce qui doit être défendu et auprès de tous les mouvements politiques. Avec quand même un corollaire justement politique, le risque d'inéligibilité pour Marine Le Pen, ce qui reviendrait à dire qu'elle ne pourrait pas se présenter pour les élections de 2027. Oui, c'est le dernier petit drapeau. Je pense que c'est la fin de la fin en réalité. Voilà, c'est quelque chose qui s'agite. Mais il faut rester vigilant parce que on sait que la justice peut parfois être très partiale. Donc soyons vigilants, mais je ne pense pas qu'on en soit rendu à ce stade-là non plus.
Voilà, alors on va suivre évidemment ce procès où Marine Le Pen a promis d'assister au maximum. Elle a décalé beaucoup de rendez-vous, si l'on en croit. En tout cas, les révélations de nos confrères de la presse écrite ce matin. Autre expression, cette fois-ci, celle d'un ministre du gouvernement de Michel Barnier, à savoir Bruno Retailleau, qui a été l'invité de nos confrères d'LCI et qui a réagi à une polémique autour des propos de Antoine Armand, le ministre de l'économie, qui avait décidé de recevoir tous les représentants des partis politiques de l'arc républicain, sous-entendu pas le RN, qui a été recadré par Michel Barnier. On a entendu chez nos confrères d'LCI Bruno Retailleau s'exprimer et dire que finalement un député du Rassemblement national vaut n'importe quel autre député et inversement. Ça appelle quel commentaire de votre part? Il y a encore un petit peu de nouveau monde dans ce gouvernement, peut-être. Ça grince, le nouveau monde grince. Non, mais ce sont des attitudes qui sont ridicules aujourd'hui aux yeux de n'importe quelle personne, puisque même ceux qui ne votent pas forcément pour nous, et on le voit sur le terrain, n'ont absolument pas cette attitude à notre égard. Donc c'est ridicule. C'est très ridicule, mais merci à eux. Bruno Retailleau vient finalement au secours du Rassemblement national? Non, il vient au secours de son gouvernement parce que nous avons un certain poids et nous avons posé cette condition à la constitution de ce gouvernement. C'est que les 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national soient respectés. Donc c'est une condition et effectivement nous pesons dans l'arc républicain et dans la vie politique. Et Bruno Retailleau vient un peu sauver le gouvernement Barnier parce que des décisions et des prises de position qui sont comme ça, nous ne les acceptons pas. Avec le risque de la censure qui a été brandi par Marine Le Pen, oui. Entre autres sur ce gouvernement Barnier, il y a des lignes rouges à pas franchir. On a entendu Michel Barnier beaucoup s'exprimer. Il va donc prononcer demain son discours de politique générale. On en saura un petit peu plus sur les grandes lignes et le cap qui va être donné à ce gouvernement. Mais on l'a entendu beaucoup s'exprimer, par exemple, sur les questions de fiscalité. Les caisses de l'État sont vides. Il faut essayer de les renflouer avec la possibilité d'imposer les grandes entreprises, d'imposer ceux qui ont beaucoup de moyens. Est-ce que c'est une bonne idée finalement d'aller chercher chez ceux qui ont de l'argent pour pouvoir renflouer les caisses de l'État, ou est-ce que c'est une mauvaise idée de faire un ou des impôts en plus? Moi je pense que c'est une mauvaise idée de commencer par faire des impôts en plus. Il y a des dépenses qui ne sont pas justifiées. Voilà, donc il faut que Monsieur Barnier, avec ses ministres, regarde où il y a des dépenses qui ne sont pas utiles. Il y en a énormément, qu'il s'agisse de l'immigration ou d'autres domaines. Avant, par exemple, de découper dans le budget de la Poste, dans ces petites postes rurales qui servent parfois à des entrepreneurs pour déposer du courrier, déposer un recommandé, pour monsieur et madame tout le monde qui n'ont plus du tout de service public, pour qui ils se font taper dessus pour leur véhicule diesel, et ainsi de suite. Donc les décisions qui sont prises et qui commencent à être prises, on le voit, sont des décisions qui sont très mauvaises, et nous serons là pour le rappeler et remettre ce gouvernement à l'ordre. On a un petit peu peur d'un gouvernement éphémère, vous entendre. La sanction, si j'ose dire, peut tomber assez rapidement. Mais oui, si des lignes rouges sont dépassées pour le bénéfice des Français, eh bien écoutez, c'est que ce gouvernement sera inutile. Et pourtant, il faut renflouer les caisses de l'État. On a entendu Michel Barnier le dire. La situation financière est grave, oui. Très grave. Elle est très grave. Emmanuel Macron et son ministre de l'économie nous laissent une dette qui est abyssale. Mais encore une fois, il y a des dépenses qui sont faramineuses et qui n'ont pas lieu d'être. Donc je pense que au lieu de mettre des impôts et écraser que ce soit les entreprises ou les Français encore un peu plus, eh bien il faut faire des économies là où il faut absolument faire des économies, comme je parlais avant de l'immigration. C'est un budget qui est de 2 milliards d'euros. Mmh. Donc je pense que les 50 millions d'euros de la Poste sont absolument ridicules à côté de ce budget. Voilà, donc il faut un peu de courage, monsieur Barnier.
Alors justement, l'immigration, il y a aussi cette possible suppression, ou en tout cas modification de l'AME, qui est une aide gouvernementale pour ceux et celles qui arrivent sur le territoire français. Donc voilà une aide médicale qui pourrait être peut-être supprimée. On a entendu une levée de bouclier à gauche en particulier. Là aussi, c'est une bonne idée, c'est une fausse bonne idée? Non, c'est une bonne idée. Nous, ce que nous proposons à la place de l'AME, c'est une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire que si effectivement il y a une situation d'urgence, n'allons pas abandonner les gens à leur triste sort, mais l'aide médicale d'État, c'est-à-dire le soin dentaire, les soins classiques que même nos compatriotes ont du mal à avoir dans certains départements ou dans certains secteurs, non, effectivement, non, ça c'est plus possible, voilà. Alors, sur l'immigration, on a entendu beaucoup le Rassemblement national s'exprimer. On entend aussi la droite parler d'immigration, voire même la gauche, en disant voilà, il va falloir réguler, il va falloir changer les règles. Est-ce que pour vous, il y a une forme de victoire idéologique dans le fait que, voilà, on entend déjà plusieurs voix s'exprimer en ce sens? Oui, nous pesons, nous animons, nous sommes un peu le point pivot, le point central de la vie politique française aujourd'hui, c'est-à-dire que les sujets que nous abordons sont repris par nos opposants, qu'il s'agisse de l'immigration et qu'il s'agisse aussi de cette vision du localisme, donc qui tourne autour de l'environnement. Toutes ces choses-là sont reprises par nos adversaires, et puis on le voit, ils sont un petit peu obligés de se mettre à la page. Quand on voit des sondages qui sont faits dans le cadre d'une hypothétique élection présidentielle dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, les gens sont prêts à 40% à voter pour Marine Le Pen. Ce qui est énorme, donc effectivement, ils sont obligés de se mettre à la page et nous incarnons aujourd'hui un réel mouvement de puissance et de propositions politiques dans le paysage politique français aujourd'hui. Avec une demande, une attente des Français qui ont porté près de 11 millions de voix sur le Rassemblement national, ça oblige aussi le Rassemblement national à avoir des compromis, j'allais presque dire gouverner un peu plus à gauche qu'avant. Non, parce que en réalité, les personnes qui nous ont fait confiance et qui ont élu nos députés, ou qui ont même mis énormément de voix, je tiens à le rappeler, sur la circonscription de Dinan, ma candidature... Je rappelle que vous étiez candidat. Voilà, aux législatives, ma candidature a rassemblé 23 000 voix au premier tour, ce qui était le score de la NUPES en 2022, qui avait perdu au deuxième tour. Donc c'est quand même colossal. Et au second tour, nous avons fait 27 000 voix. Donc en réalité, ces personnes, et on les croise sur le terrain, adhèrent à nos propositions. Et les personnes qui hésitent encore, hésitent uniquement par les caricatures qui, pour très peu encore aujourd'hui, sont faites de nous. Et on le voit, la progression fulgurante, c'est-à-dire qu'en 2 ans, nous avons quasiment triplé à certains endroits le nombre de voix. Donc non, on n'a pas besoin de diriger plus à gauche ou plus à droite. En réalité, on dirige pour les Français et pour leur sécurité, leur bien-être. Et les Français ont envie de ça et plébiscitent ça. Finalement, les Français qui votent pour le Rassemblement national sont passés d'un vote de colère, de refus, à un vote d'adhésion. Vous le voyez comme ça ? Oui, parce que nous sommes professionnalisés aussi depuis plusieurs années et nous avons martelé nos propositions, nous les avons évoquées et effectivement les gens sont en adéquation avec ces propositions et aussi le constat que l'on fait de la politique et du désastre politique et qui a été fait par Emmanuel Macron avec ce premier quinquennat et ce morceau de deuxième. Donc oui, effectivement, c'est une modification. Les gens adhèrent à nos propositions, ne sont plus dans un élan de contestation et de colère, oui.
Alors, on voit un peu partout en Europe les partis. Alors, je vais mettre le qualificatif d'extrême droite, en tout cas de droite conservatrice, monter et gagner des élections. C'est le cas hier soir en Autriche, où un parti d'extrême droite a remporté d'une façon historique les législatives là-bas, avec pour autant avec le jeu des coalitions peu de chances de gouverner. L'avenir nous le dira. Est-ce que pour vous il y a un changement aussi en Europe de l'électorat, de la perception de la politique et une envie peut-être, allez, on va dire d'une Europe plus tenue? Oui, alors la différence que l'on peut observer aussi, c'est-à-dire que ce soit des gouvernements de droite ou plus au nord de l'Europe, des gouvernements de gauche qui ont les mêmes propositions que nous avons sur la sécurité, l'immigration ou la vision nationale ou la vision européenne. Donc en fait on ne peut même pas dire d'extrême droite puisque ces mouvements qui sont plus au nord de l'Europe et qui sont de gauche ne sont pas du tout d'extrême droite. Donc il y a une modification parce que en réalité l'Europe qui a été promise aux Européens, l'Union européenne qui a été promise aux Européens est à des années-lumière de cette promesse. En réalité l'Europe est aujourd'hui très faible sur le plan international. Les pays tels que la France ont quand même perdu en poids et ça déplaît en plus de l'économie, en plus de la culture, de l'immigration, de l'insécurité, du chômage, de la désindustrialisation. Eh bien, les gens observent qu'en réalité, cette Union européenne n'est pas ce qu'on leur avait promis. Et la proposition de ces différents mouvements dans ces pays, c'est en réalité de défendre eh bien leur peuple, leur économie, leur identité. Et je pense que c'est ce que les gens souhaitent dans une Europe, des coopérations, comme avec Ariane, comme avec Airbus, peut-être demain avec le médicament ou avec d'autres choses. Et je pense que c'est ce que les peuples recherchent, de la protection, et puis retrouver la sérénité et la prospérité. Alors, la voix de l'Europe, et on va ramener à nous la voix de la France, on l'entend peu aujourd'hui, c'est le cas au Liban où le ministre des Affaires étrangères s'est rendu pour apporter de l'aide humanitaire, mais on Quand n'entend voit plus le niveau de notre la voix ministre diplomatique. des Affaires étrangères, on peut ne pas s'en douter, voilà. Justement, le Liban, on a vu cette frappe qui a décapité finalement la tête du Hezbollah avec la disparition de Nasrallah. Une autre ère est en train de s'ouvrir au Liban avec quand même le risque d'un embrasement dans la région. La France n'est plus entendue, l'Europe n'est plus entendue. C'est regrettable que dans le concert des nations, on n'entende plus des pays comme la France, comme l'Europe, voire même les États-Unis du reste. Évidemment, la France a, au fil des années, des décennies, a accepté de se plier à ce duo franco-allemand et de perdre en réalité sa puissance, sa singularité au sein du concert des nations. Et alors, sous le quinquennat Macron, ça a été la descente aux enfers diplomatiques, hein, c'est-à-dire que avec les différents ministres des Affaires étrangères qu'on a eus, notamment Monsieur Le Drian, la France s'est effondrée. Et qui est au Liban d'ailleurs en ce moment. Oui, mais la France, au niveau politique et au niveau de sa crédibilité au niveau international, s'est effondrée. Donc en réalité, il va falloir reconstruire tout ça. C'est-à-dire que les autres pays vont devoir avoir confiance en la parole publique française sur ses positionnements à l'étranger. Il ne s'agit pas uniquement du ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire que la position d'Emmanuel Macron a été complètement bipolaire pendant toute sa première mandature et la deuxième aussi. C'est-à-dire que les pays nous regardaient un petit peu drôlement, parce qu'on avait un président qui pouvait dire quelque chose un jour pair et l'inverse le jour impair. Donc effectivement, quand votre voisin a un petit peu cette même réaction, je pense que vous lui faites un peu moins confiance, vous lui dites bonjour le matin et puis au revoir le soir, et puis voilà.
rien de plus. Et c'est exactement la même chose. Les pays nous regardent à l'image de ce que Emmanuel Macron a fait comme politique. Il faut reconstruire un véritable réseau diplomatique, un réseau qui pèse finalement. Ceci dit, ça va prendre des années. Ça va prendre des années. Mais oui, faut pas se le cacher. C'est-à-dire qu'ils ont détruit quelque chose qu'il va falloir reconstruire. Mais il va falloir le faire. Alors, il y a la politique étrangère avec donc cette guerre qui s'envenime au Proche-Orient. Je vais revenir à l'actualité française et un peu terre à terre, si vous me permettez. Antoine Kiefer, il y a cette dette énorme aujourd'hui en France, 3200 milliards d'euros, avec l'obligation de continuer à faire avancer le pays, de trouver de l'argent, on en parlait en commençant cet entretien, mais aussi de préserver ce qu'on peut préserver. On pense aux services publics lors des législatives. Ça a été une des préoccupations des Françaises, des Français, qui, en particulier dans les campagnes ou même dans certains quartiers des villes, se trouvent complètement délaissés par les services publics, que ce soit la police, que ce soit la poste, que ce soit l'hôpital également. Comment reconstruire là aussi, comment avancer en n'ayant plus de sous? Eh bien, c'est en faisant de très grosses économies. Encore une fois, il va falloir découper à des endroits qui ne font pas plaisir à notre élite, mais qui sont bénéfiques pour le peuple. Voilà, en réalité, c'est ça. C'est découper à des endroits qui idéologiquement ne plaisent pas à nos hommes politiques, qui sont en place, mais qui servent le peuple français. Voilà. Moi, je pose la question de savoir si notre gouvernement estime que la Chine est un pays sous-développé. Voilà. Pourquoi est-ce que nous finançons encore une aide de développement à la Chine ? Moi, je ne pense pas que la Chine est un pays sous-développé. Vous voyez, je pense que même c'est un pays qui est un concurrent très féroce, qui est capable de nous désindustrialiser et bien d'autres choses. Donc, je ne vois pas pourquoi ce portefeuille est encore apporté à ce pays. Voilà une économie. Alors, on peut partir sur l'immigration, on peut partir sur plein d'autres choses. Mais il y a des économies colossales à faire, et je pense que les politiques en place doivent avoir un peu de courage. Est-ce que la décentralisation est une forme d'économie possible ? On sait que les régions, les agglomérations, les communautés d'agglomération gèrent sur le terrain, peut-être un peu plus proche du terrain. Est-ce que c'est une des pistes de réflexion possibles ? Est-ce que au Rassemblement national, vous y êtes favorable ? Alors je vais répondre par oui et par non, c'est-à-dire décentralisation, ce que moi je pense et ce que nous pensons au Rassemblement national, c'est-à-dire que les strates qui sont importantes, c'est la commune, qui est le plus proche des individus du peuple français. Voilà, le maire est à portée de claque, comme on peut dire. Voilà, le fameux maire à portée de baffe. Voilà, comme on le dit en bon français, c'est ce qui se dit autour de chez nous. Mais en réalité, c'est la commune. Les intercommunalités ont toujours existé, mais ces grosses intercommunalités qui, des fois, englobent, comme chez nous, une soixantaine de communes qui n'ont absolument pas les mêmes intérêts d'une part et d'autre de l'intercommunalité, qui sont un peu des baronneries politiques, où il y a aussi des gabegies financières, en réalité ne sont pas utiles. Ça fonctionnait très bien avant avec des intercommunalités beaucoup plus petites, des coopérations entre communes. Donc la commune, ensuite le département et l'État. Aujourd'hui, vous avez tellement de strates. Alors oui, effectivement, ils ont décentralisé, mais avec tellement de strates, la commune, l'intercommunalité, peut-être des fois la communauté d'agglo avec les grandes villes, le département, la région, le Césaire, l'État, l'Union européenne, à un moment donné, oui. Et puis on a pu aussi voir l'épisode de reformation des régions sous François Hollande. On nous a dit que ça allait faire des économies, il n'en est strictement rien, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a même à certains endroits où les dépenses sont encore plus importantes qu'avant. Donc il faut être, je pense, il faut gérer ça en bon père de famille. Il ne faut pas successivement mettre des strates supplémentaires. Il faut en enlever.
et les gens seront aussi beaucoup plus sereins dans le décryptage politique et de quelle institution dirige quelle chose. Bon, je vous donne un seul exemple. Qui fait quoi? Je vous donne un seul exemple. Région Bretagne. Vous avez un collège, je ne sais plus lequel, mais je crois que c'est en Ille-et-Vilaine, où en réalité le département collège-lycée en même temps, où le département où la région devait faire une rénovation énergétique du bâtiment. Alors comme c'est en corrélation entre la région Bretagne et le département, l'un des deux a financé la rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'une partie du bâtiment, voilà. L'autre ne l'a pas fait parce que ça n'a pas été voté au budget. Donc vous avez en réalité un bâtiment qui est isolé sur une partie et pas sur l'autre, et ça fait une passoire thermique. Voilà, donc en fait on a dépensé de l'argent d'une part des Français pour isoler, alors qu'en réalité le bâtiment n'est pas isolé totalement. La déperdition de chaleur est toujours là. Donc en fait, il y a aussi une division de la gestion publique qui est des fois ahurissante. C'est-à-dire que pourquoi le département gère les collèges et pas les lycées, pourquoi la région gère les lycées et pas les collèges, tout ça est un petit peu flou. Et tout le monde s'y perd en réalité. Qu'il s'agisse des décisions prises par la commune jusqu'à la région Bretagne. Tout ça est le flou. On ne sait pas qui gère quoi, qui dirige quoi, en passant par les communautés d'agglo. Il faudrait supprimer quelle strate? Ce sera ma dernière question, il nous reste quelques secondes. Il faut conserver les communes. Les intercommunalités peuvent se faire entre communes. Ça a toujours été le cas en coopération avant. Mais pas ces baronneries politiques. Voilà, en réalité, ça n'est pas très efficace. C'est très coûteux. Le département, c'est ce qui fonctionnait très bien aussi avant. Et puis, l'État français. On supprimerait la région en quelque sorte. La région gestionnaire politique, moi je pense qu'en réalité, comme le Rassemblement national, les élus départementaux peuvent se rejoindre dans une assemblée régionale quand il y a des décisions régionales à prendre et des projets régionaux. Fusionner les deux, ça peut être une idée? Région et département. C'est une fusion, mais il ne faut pas des fusions comme on a fait jusqu'à maintenant, hein, avec des gabegies financières. Voilà, il faut que la décision puisse se fusionner, mais que les budgets soient respectés. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Antoine Kiefer, responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan, était avec nous ce matin pour parler politique. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.